c'est intéressant de faire un point rapide sur gestion des risques et de l'incertitude. Donc, l'incertitude n'est pas le risque, ce n'est pas moi qui le dis. Il y a la théorie des risques de Frank Knight. Ça ne date pas du changement de paradigme et de toute la novlangue auquel nous contribuons gentiment, mais ça date de 1921, économiste, professeur à Chicago, autour de la théorie des risques. Et un risque, c'est quoi finalement? C'est un événement connu qui se répète régulièrement. Donc voilà, ça peut être un risque naturel, ça peut être un risque technologique, ça peut être un risque je sais pas, matériel, les cambriolages ou les vols de voitures, la grippe, mais les feux en été, tous ces éléments-là reviennent régulièrement. En revanche, l'incertitude est plutôt un événement, va entraîner des événements inédits. Événements inédits, donc du coup, peu ou pas repérables, et avec finalement des impacts très forts, des impacts extrêmes. Une guerre, en tout cas un conflit armé, la Covid, la crise des subprimes, qui au démarrage est un petit truc dans l'immobilier aux États-Unis, puis d'un coup génère une réaction en chaîne. Et dans la façon, maintenant qu'on a posé la différence entre le risque et l'incertitude, l'idée c'est dans la façon de l'aborder aussi il y a une différence. Finalement, dans le risque, il y a une logique d'optimisation et donc de gestion du risque, et que l'on va conduire finalement en probabilisant les choses. Les meilleurs exemples sont les assureurs. Je parlais de voitures tout à l'heure, mais finalement, au fur et à mesure, on sait en fonction de la région, des véhicules, etc., on est capable d'évaluer le risque et donc du coup d'avoir une approche gestionnaire. De l'autre côté, effectivement, l'incertitude ne permet pas cet élément-là. Donc, on va devoir être plutôt dans une logique créative ou créatrice, puisque les repères précédents ne sont plus efficients, ne sont plus opérants pour apporter une réponse. Les croyances précédentes, les comportements précédents ne sont plus forcément, encore une fois, opérants pour pouvoir échouer. Donc, du coup, ce qui m'intéressait là-dedans, puisque la GERA, vous êtes des gens en position là de diriger vos écoles, c'est-à-dire, mais finalement, voilà, quand on est en zone d'incertitude, ça a un impact très très fort sur finalement la façon de piloter son organisation. Du coup, on est maintenant de plus en plus habitué à cet acronyme-là, mais pour caractériser notre environnement d'action, effectivement, les Américains et l'armée américaine a modélisé cette conception autour de l'acronyme VUCA. Donc, notre environnement est volatile, incertain, complexe et ambigu. Et pour ça, du coup, qu'est-ce que ça fait? Ça génère des déséquilibres. Ça génère des déséquilibres entre l'extérieur et l'intérieur, entre l'environnement et les organisations. Et du coup, c'est générateur de stress et de friction. Je ne sais plus si j'ai pris des notes, mais peut-être que je m'y référerai, vous verrez ma tête passer, mais c'est aussi des choses que j'ai vues dans les témoignages, notamment l'article sur le télétravail que vous avez fait. Voilà. Et à un moment donné, la Covid est arrivée, il faut se remettre en ordre de bataille différemment, travailler différemment, et ça génère des frictions et des tensions, et en plus de ça, assez différentes selon les acteurs. Ce que d'ailleurs Jack Welch, président d'une petite PME qui s'appelait General Electric, disait, finalement, quand le niveau de changement à l'extérieur est bien supérieur, j'aurais bien pu dire aussi, est bien trop supérieur au changement interne, il est important de se poser des questions, car si on ne rétablit pas une forme d'équilibre, il y a des chances que la fin soit proche. Nous avons tous des exemples aujourd'hui, certains sont cités régulièrement dans vos écoles, Kodak et autres, sur effectivement des gens qui n'ont pas embrassé finalement en interne les changements qui étaient peut-être perceptibles à l'externe. Ça veut dire que du coup, l'enjeu pour les dirigeants que vous êtes est bien de développer finalement la capacité d'adaptation de vos organisations de façon à pouvoir, déjà dans le premier temps, restaurer les équilibres perdus, mais du coup, avec une conséquence qui est interroger sans doute la notion même de performance. C'est quoi une organisation performante, des équipes et des managers performants dans un environnement vraiment peu prédictible. Du coup,
il m'a semblé amusant de passer par une modélisation qu'on utilise souvent et par la systémique pour finalement partager avec vous des choses que vous avez sans doute très souvent rencontrées. On l'a dit, l'environnement est volatile, incertain, complexe, ambigu. Et donc, ça génère notamment, par le biais de la technologie et de la transformation numérique extrêmement rapide, une accélération dans l'ensemble de vos contextes. Une accélération avec, du coup aussi, qui n'a pas reçu, qui ne reçoit pas maintenant, c'est, je ne sais pas, 20, 30, 50, 100, 150 mails par jour. Donc, cette accélération dans nos vies quotidiennes, finalement, fait aussi augmenter le nombre d'urgences à traiter. Voilà, tout devient urgent pour nous tous. Je ne comprends pas pourquoi le mail que j'ai envoyé n'a pas de réponse au bout d'un quart d'heure, une demi-heure, etc. Et donc, plus j'ai de choses urgentes à traiter, a priori, plus mon premier réflexe va être d'agir dans l'urgence. Si je prends finalement une image, certains d'entre vous peut-être pratiquent la course à pied, ok, j'ai un temps à faire, j'ai plus de choses, il faut que je rentre un petit peu mon footing dans un espace-temps différent, j'aimerais bien là-dessus, et puis je vais apprendre à courir un peu plus vite, ou pédaler tourner mes jambes plus rapidement si je fais du vélo. Donc, mais ça a un avantage, c'est qu'a priori, plus j'ai de choses urgentes à faire, plus j'agis dans l'urgence. Plus j'agis dans l'urgence, a priori, ben, plus je fais diminuer le nombre de choses urgentes à faire. Et donc, ça crée une boucle d'équilibre en systémique. La deuxième façon de voir cette même situation est de dire finalement, plus j'ai de choses urgentes à traiter, ben, plus je vais ressentir sans doute le besoin de me transformer ou de devenir plus agile, de transformer mon organisation. Là-dessus. Plus j'ai de choses urgentes, plus il est essentiel que je devienne agile. Plus je deviens agile, moins j'ai de choses urgentes. Finalement, là aussi, nous avons une première boucle d'équilibre. Vous me direz sans doute quelle est la différence entre les deux. La différence vient finalement du délai qu'il va être nécessaire de prendre en compte pour opérer ce changement. Dans le premier cas, je peux apprendre à courir plus vite et finalement, je vais absorber les choses et on va rester, on va dire, sur un temps court, une forme d'urgence comme c'est marqué. Dans le deuxième cas, il va falloir peut-être que je remette sur la table un certain nombre de choses. Nous, on aime bien parler parfois quand on fait des interventions de totems, tabous et rituels. Donc, dans une organisation, dans les éléments culturels de l'organisation, il va falloir aussi aller interroger des croyances, changer des modes de fonctionnement profondément ancrés et de là va venir un délai. Donc, je ne vais pas pouvoir mesurer les effets de ma transformation tout de suite. Donc, je vais être sur une autre temporalité. Et pour ça, ce qu'on voit souvent dans les organisations, c'est que finalement, la vie étant, je ne sais pas si elle est bien faite, mais naturellement, quand il y a plein d'urgences à traiter, agir dans l'urgence, ça génère et ça crée des héros dans l'organisation. Vous savez, voilà, Bruce Willis dans La Tour Infernale, les sauveurs, les Superman ou Superwoman de nos organisations. Et donc, plus j'agis dans l'urgence, plus je vais commencer à dépendre de mes héros internes, héros autoproclamés ou héros que je vais essayer de former. Tu fais ton footing à 8, 9 à l'heure, tu sais, tu peux monter jusqu'à 10, 12, 13. Après, seul le champion du monde du marathon arrive à courir à 21 km/h. Donc, ce qui va être intéressant, c'est de savoir aussi combien j'ai de héros et qui je peux embarquer là-dedans. Donc, cette dépendance des héros, elle a un avantage, c'est que finalement, je traite encore une fois plus de choses. Mais par contre, je ressens moins le besoin de me transformer, puisque des gens prennent en charge ces éléments-là. Je pense que vous avez dans vos organisations des gens qui ont aussi, pendant le Covid, se sont investis tels des héros, et qui l'étaient peut-être dans le bon sens du terme, mais voilà, qui ont commencé à pédaler ou à courir plus vite que les autres. Mais par contre, c'est une boucle de renforcement, parce que je ne me transforme pas. Le deuxième effet qui se coule, si je peux dire, du fait d'agir dans l'urgence, peut être aussi d'avoir le sentiment de développer une impression de résilience. Plus j'agis dans l'urgence, plus il y a de héros dans mon organisation, mais finalement, plus j'ai l'impression, plus les premières fois j'arrive à pédaler un peu plus vite ou à courir un petit peu plus vite avec l'entraînement. Waouh, chouette, ça y est, nous sommes capables, nous savons faire face à
l'effervescence de l'environnement et son caractère volatile, incertain, complexe et ambigu. Super. Et finalement, plus je développe cette impression de résilience, moins j'ai besoin de me transformer de façon agile. Euh, voilà un petit peu comment je voulais matérialiser et visualiser les choses. Euh, L'important n'est pas forcément d'opposer pour opposer les deux approches. L'important est de vous demander aujourd'hui combien de héros se sont mis en route dans nos organisations pour permettre de tenir, dans quel état sont les troupes, puisque on ne peut pas avoir 100% de héros, et c'est sans doute une très bonne chose. Et voilà, sur les autres qui ne sont pas des héros, comment ils ont vécu la situation et comment ils vivent cette somme de choses urgentes à faire. Et donc, du coup, la question était de venir. Vous avez vu que, alors, de façon un petit peu, j'introduis un biais, parce que vous avez vu que je parle de la résilience et de l'agilité. Et j'ai dit, mais finalement, qu'est-ce qui vaut mieux être? Il me semblait intéressant de passer par un petit détour qui était finalement là aussi, la résilience, c'est quoi? La résilience, c'était au départ la capacité d'un matériau à encaisser des chocs. Okay, donc, par rapport à ça, après, il y a eu les travaux en psychologie clinique qui sont de dire finalement, c'est une phase de développement après un traumatisme. Donc, on a bien une notion post-traumatique, traitement après finalement le choc. Et puis, il y a une autre approche que j'avais lue de Brice Cyrulnik aussi de la résilience autour donc des militaires. Les militaires, eux, se servent finalement de la résilience comme préparation, j'allais dire, pour éviter un traumatisme probable. Je suis militaire, je peux aller sur un champ d'opération, j'ai des risques de blessures plus ou moins graves jusqu'à mortelles, donc il faut que je développe et que je renforce les défenses, tout ce qui est possible là pour mes hommes. Donc on est sur une gestion également d'un risque connu. Voilà, le fait de pouvoir être blessé quand on est militaire, et donc même si elle est sur une gestion amont. L'agilité, c'est quoi? L'agilité, elle a pris sa source effectivement dans le monde du développement de logiciels informatiques, et elle a trois piliers. Le premier pilier, c'est l'adaptation au changement. La mondialisation, etc., il fallait faire différemment, il y avait de nouveaux acteurs dans le champ, donc je dois m'adapter à ce changement et je ne peux plus, il n'est plus efficient de faire toujours plus de la même chose. Okay. Deuxième pilier, qui est arrivé un petit peu plus tard, mais assez rapidement aussi, c'est finalement venir interroger la création de valeur. Il faut que je puisse mettre à disposition de mes clients ou de mes usagers la valeur la plus grande possible dans un délai le plus court possible. Deuxième pilier de l'agilité. Donc, client-centrique. UX expérience qui fait que je vais aussi changer mon mode de production, que je vais aller par itération mettre au centre mon client. Dans de nombreuses de vos écoles, j'ai entendu, effectivement, il y avait l'école design, l'EM, etc. Vous avez plein de sachants là-dessus, et c'est aujourd'hui. Troisième pilier de l'agilité, ce que j'appelle HX, Human Centrics. C'est je ne peux pas faire tout ça sans faire attention. Je crois que c'était M. Bachelard qui utilisait le mot de care dans les opérations, enfin dans les projets portés par Erasmus. Ben là aussi, c'est le care, mais le care interne. Voilà. Je dois prendre soin d'abord de mes employés pour qu'eux prennent soin de ma création de valeur et nourrissent ma capacité d'adaptation au changement. Donc on voit bien que finalement, et c'est une lecture qui pourrait être discutable ou discutée, mais dans la nôtre, la résilience, finalement, est plutôt quelque chose de l'ordre de la gestion d'un risque connu ou d'un choc, donc d'un traumatisme là-dessus, qui peut en plus se répéter. Hein, on en parle beaucoup sur les burn-out, etc. Alors que l'agilité va être plutôt finalement une nouvelle façon de réfléchir son environnement et une nouvelle opportunité de création de valeur. Voilà. Hein, donc c'est cette, on va dire, c'est cette lecture-là qui guidera mon propos. Et pour ça,
c'est pas parce que, enfin, c'est même au contraire parce que nous sommes dans un environnement VICA qu'à un moment donné, c'est pour ça que l'armée américaine a développé ce modèle, dans l'incertitude et la complexité, il y a un moment donné, il faut pouvoir modéliser. De tout temps, l'être humain a modélisé la complexité par des cartes, quelles qu'elles soient, des cartes de route aérienne, des, comment dire, des cartes biologiques, enfin, ce qu'on veut, etc. Donc, là-dessus, et premiers éléments qui permettent de questionner ou de voir comment on fait face à la volatilité, on était d'accord, je ne suis pas revenu dessus, mais la volatilité, c'est des changements qui arrivent de façon brutale, non attendue, et puis qui ne sont jamais exactement les mêmes en intensité et en puissance, enfin, en intensité et en régularité. Et pour pouvoir déjà faire face à cette volatilité, seulement, l'idée, premier pas est d'essayer de développer une vision. La vision dans le sens de dire, dans quelque chose qui ne permet pas à cette volatilité d'y voir très clair, je dois pouvoir essayer de générer de la motivation, de l'engagement autour d'une image un peu plus stabilisée. Donc, sur un horizon lointain, quelque chose qui est désirable. Face à l'incertitude, l'idée, puisque l'incertitude, c'est on ne peut pas utiliser finalement les cartes du passé pour pouvoir lire l'avenir, c'est-à-dire qu'elles ne sont plus opérantes et pour la simple et bonne raison que les nouvelles ruptures ne peuvent pas être prédites. Par exemple, la disruption du marché de l'hôtellerie par Airbnb, on ne pouvait pas utiliser les savoirs du passé, et on voit bien que Accor, voilà, par exemple, fait partie des acteurs qui sont très touchés là-dessus. L'arrivée d'Uber pour les taxis, etc. Vous avez un certain nombre d'exemples en tête. Donc, développer la compréhension. La compréhension quoi? La compréhension plus fine justement de vos environnements d'action. Et pour ça, l'idée en fait est de multiplier le nombre de capteurs et finalement de renverser un peu la pyramide, déjà là aussi, sur le fait que les gens en charge de lire l'environnement ne sont pas tous situés en haut de l'organisation et qu'il est intéressant de pouvoir multiplier ces capteurs au plus près du terrain et donc d'engager tous les collaborateurs vers ça, vers cette circulation d'informations et pour pouvoir détecter les signaux faibles et les analyser. Sur finalement la complexité, développer de la clarté. Développer la clarté, pourquoi? La complexité, finalement, c'est la multiplication quasiment astronomique du nombre de connexions possibles et surtout la multiplication des facteurs à prendre en compte pour une prise de décision qui fait que, de toute façon, chaque prise de décision ne peut pas être assuré que l'ensemble des facteurs ont été pris en compte. Donc, dans quelque chose qui est extrêmement complexe, développer de la clarté, ça serait par exemple essayer de faire des simulations en milieu protégé dès qu'on le peut sur certains sujets pour pouvoir après faire face à la complexité le moment venu. C'est pour ça que les pilotes d'avion font des simulateurs pendant leurs études, c'est pour ça que les médecins en réanimation, etc., s'entraînent à tout ce qui est compliqué. On parlait des militaires tout à l'heure. Et si je prends un exemple concret qui m'a frappé effectivement dans les communications qui étaient les vôtres, c'est par exemple le test PCA Covid-19 de l'EM une semaine avant le confinement qui, en tout cas selon ce qui est écrit, a permis aussi de fluidifier le démarrage. Donc voilà comment on essaie de faire émerger de la clarté dans un environnement complexe. Et puis le dernier, c'est effectivement de l'agilité, même si ce terme, je qualifie de valise là, pourrait aussi être englobant, mais agilité dans le sens de revoir face à l'ambiguïté nos modes de fonctionnement. L'ambiguïté, on est d'accord, ça serait par exemple, quand on prend une décision, le résultat de cette décision n'est pas toujours imputable, en bon ou en mauvais, entièrement en tout cas à cette décision-là. Je prends un exemple un petit peu rude, vous m'en excuserez, mais au début, pour la deuxième guerre du Golfe, il a été décidé par les Américains de destituer, chasser, on peut se dire, éliminer Saddam Hussein, un dictateur. Si on en reste à cette vision des choses-là, le mot dictateur
on enlève a priori la finalité et plutôt l'intention paraît plutôt bonne là-dessus. On voit bien que le désordre géopolitique, peut-être socio-humain que ça a engendré, est vraiment aussi imputable à cette décision. Est-ce que c'était prévu ou pas? Je ne rentre pas dans une lecture géopolitique, mais tout ça pour dire, voilà, une bonne décision. Certains, je pensais à ça, toujours, je ne sais pas si certains se rappellent des laserdiscs ou des vidéodiscs, je ne sais plus comment ça s'appelait, avant donc d'avoir les DVD. Je crois que c'est Sony qui avait sorti des grands DVD. On ne peut pas dire que ça soit un problème sur le fait que la technologie, les gens ne regardaient pas le cinéma à la maison, qu'on n'a pas passé après l'ère du DVD, etc. Donc, un certain nombre d'éléments faisaient penser que la décision de démarrage de lancer ce format avec de la qualité, etc., était super. Le résultat est un flop commercial là-dessus, point. Donc voilà, à quoi on peut imputer? Je n'en sais rien. Mais par contre, ça veut dire que développer l'agilité sur cette base-là, ça veut dire être sur des boucles de production, de recherche ou d'innovation plus courtes, accepter que l'erreur fasse partie du processus, accepter aussi, même quand on est dirigeant, de dire qu'on a fait fausse route, donc nous sommes obligés de revenir en arrière ou d'arrêter peut-être les programmes que nous avions engagés. Et donc, on va mettre en place aussi des choses qui permettent de mettre l'étudiant au milieu, les différentes parties prenantes, l'entreprise au milieu. Erasmus en est aussi un bon exemple. Et on va créer des choses qui sont finalement plus agiles et qui vont permettre finalement d'aborder cette ambiguïté de façon plus... Bon, je suis déjà à la bourre, hein, je vous le dis tout de suite. Je vais accélérer là-dessus. Donc pour moi, un des enjeux effectivement de vos postes-là, c'est vraiment ce qu'on attend du leader, c'est quand même aussi piloter son organisation en favorisant la prise de décision ajustée à tous les niveaux et l'engagement de chacun au service du but commun. Ça veut dire que finalement, il y a aussi déjà une transformation du rôle de leader et de sa posture voilà, dans la façon de produire de la performance. En tout cas, de faire produire de la performance. Et nous, pour ça, en fait, nous avons un modèle et nous avons en fait réfléchi autour de cette notion qui est l'agilité systémique. L'agilité systémique, ça serait quoi? C'est finalement, on prend les bases de l'agilité, mais c'est la capacité d'un système à s'ajuster à temps. On a vu que les ajustements pouvaient être dans des temps trop décalés, aux évolutions de son environnement, tout en continuant à ravir ses clients, on a dit UX centrique, et ses employés HX centriques. Et pour ça, en fait, l'idée, je parlais de modélisation tout à l'heure et de la nécessité d'avoir une carte, ben, il est intéressant d'aller interroger, selon nous, au moins 6 composantes de vos systèmes, de vos organisations. La première, c'est le sens partagé. Le sens partagé, c'est finalement qu'est-ce qui fait que les yeux, les nez, les regards sont tous alignés finalement dans la même direction. Les pratiques de management, comment est fait le travail, l'organisation, quels sont les process qui structurent la mise en œuvre de la stratégie, la circulation de l'information et la circulation de la connaissance, comment finalement est distribué ou retenu cet élément-là. Sur les comportements, la façon dont les personnes finalement agissent et s'adaptent au changement avec plus ou moins d'autonomie. Et enfin, la partie des méthodes qui est plutôt sur l'attention portée par l'organisation à je dirais son amélioration, son amélioration continue et la qualité de la valeur qu'elle crée. Donc, c'est autour de ces 6 dimensions, de notre point de vue, qui sont aidantes pour piloter une organisation en environnement incertain. Sauf qu'une fois qu'on a dit ça, il nous semble, beaucoup d'écrits passent sur effectivement imaginer un futur désirable et je dirais, je suis assez à l'aise avec ça parce que ça fait partie des outils que nous employons. Mais juste avant ou juste après, quoi qu'il se passe, à un moment donné, il va y avoir la nécessité, selon nous, de pouvoir en fait s'appuyer sur un certain nombre d'éléments qualitatifs ou quantitatifs fiables à jour rapidement et donc de pouvoir opérer et connaître son point de départ. Et donc, il nous semble, nous, important de pouvoir réaliser cette radiographie. Voilà. Il y a eu beaucoup d'écrits sur
les organisations de demain, tout, mais finalement, on a vu relativement peu de choses où nous, nos interlocuteurs, parfois nous disent oui, c'est intéressant, mais on est déjà en train de pédaler plus vite par rapport au slide tout à l'heure. Et il faudrait que les équipes pédalent plus vite, c'est important, parce qu'on a pris du retard. Donc, ouais, c'est chouette, mais on va. Et puis en plus, on a Great Place to Work, ok, c'est suffisant. Bon, on pourra y revenir pour l'anecdote, mais voilà. L'idée, c'est vraiment pouvoir diagnostiquer ses forces et ses vulnérabilités. On en a vu, j'en ai lu dans les écrits, dans les témoignages que Pascal m'a donnés. Voilà, donc c'est important après de savoir pour pouvoir apporter une réponse adaptée, et c'est ce qu'on attend des leaders et des pilotes d'organisation. Ce qu'on vous propose, c'est d'avoir effectivement, nous, ce qui nous intéresse, c'est d'avoir une polarisation entre deux espaces. Un espace qui est plutôt donc, sur l'ère dite moderne, et donc les 6 dimensions que je viens de vous présenter sont finalement alignées sur le paradigme de Taylor, on pourrait le résumer comme ça, donc avec une logique plutôt industrielle, et donc vous voyez les mots-clés s'afficher. Et puis, l'autre côté de la polarisation, ce serait plutôt, je dirais, l'ère postmoderne, la nôtre actuelle, qui fait référence plutôt à des logiques agiles d'expérimentation, d'adaptabilité, d'innovation, d'intelligence collective et de décentralisation. Donc c'est bien entre ces deux choses-là que, de notre point de vue, globalement, chacun se situe. Et quand je dis chacun, il y a l'organisation et même à l'intérieur les composantes de l'organisation, puisque l'approche systémique intègre le fait que voilà, on peut étudier des systèmes plus ou moins importants. Je vais vous faire une lecture rapide de ce que j'entends aussi par là. Donc vous voyez qu'il y a un trait sur la vicabilité. Donc il y a quelque chose qui n'est pas mesuré jusqu'à présent là. On en a parlé depuis tout à l'heure, donc c'est un néologisme, vous l'aurez compris, autour des caractéristiques de l'environnement. Il y a un vrai enjeu à mesurer pour chacun d'entre vous, parce que parfois, selon les territoires sur lesquels nous sommes, selon notre écosystème, selon notre propre structuration, selon notre but, etc., on ne fait peut-être pas exactement face à la même turbulence. Donc, il y a un enjeu à mesurer, parce que c'est ça qui va permettre, encore une fois, entre les deux pôles, de faire émerger les points de tension et les points de friction à traiter. Si on prend le sens partagé, dans la logique industrielle de l'ère moderne, la valeur est plutôt orientée vers les actionnaires. Je vais faire simple, on est plutôt sur la gestion de la trésorerie, sur les gains de productivité et finalement une performance quasi exclusivement économique. Dans l'ère moderne et la logique agile, la performance se veut plus globale. On va viser plutôt un optimum plutôt qu'un maximum, et on va faire en sorte de ne pas laisser trop de parties prenantes peut-être sur le bord de la route. Et comme le sens partagé, c'est ce qui génère aussi la vision et la motivation, et crée la motivation et l'engagement des personnes, ça va se baser sur un certain nombre d'indicateurs beaucoup plus variés et complexes. Donc on va être sur performance globale, économique bien sûr, il ne faut pas le nier, sociale, sociétale et environnementale. Là, on va être effectivement au cœur de ce sujet-là. Il me semblait que j'avais vu quelque chose que je voulais partager avec vous là-dessus, mais comme je suis en retard, je ne vais pas le retrouver tout de suite. L'idée, c'est là aussi, ça veut dire l'école de demain. Est-ce qu'elle est juste pour former des managers, des ingénieurs, je ne sais pas quoi, l'élite de demain, des grandes écoles, ou l'école de demain s'inscrit aussi dans une performance plus globale, plus sociétale, et on l'a vu par rapport avec certains dispositifs que vous avez mis en place, en tout cas que vous supportez. On a dit les pratiques de management. Ça va être assez simple. Est-ce qu'on est plutôt sur des figures managériales de le haut donne les ordres, contrôle, le bas exécute, et l'organisation a pleine strate hiérarchique pour contrôler tout ça, hein, et on est plutôt sur la gestion de la productivité, ou est-ce qu'on est plutôt sur un mode plutôt délégatif, où le management est là plutôt pour créer un espace sécurisé de développement qui permet l'expérimentation, l'essai-erreur, l'apprentissage, et de façon sécurisée, et qui rend finalement aussi responsables les équipes
du travail et va alimenter l'engagement et l'autonomie. Est-ce que finalement, lorsque notre organisation est plutôt construite sur un modèle dit bureaucratique, inspiré de l'approche scientifique du travail, découpé en procédures, en actions normées, et où le respect des règles est purement indispensable, et donc finalement l'organisation est là plutôt pour conditionner, contrôler l'environnement. Je vais prendre un petit exemple qui me tient à cœur, parce que dans une institution de formation supérieure qui n'est pas une grande école et membre de la GERA, voilà, je suis appelé par une responsable d'équipe qui me dit on est une super équipe, mais ça commence à grincer un peu dans les rouages, il y a un peu plus de tension, on est débordé, commence à y avoir des burn-out, j'ai envie de traiter ce sujet-là, mais mon organisation me donne 2 jours et il faut que vous remplissiez, il faut qu'on remplisse ensemble une demande de projet. OK. Puis après, ça remonte, puis après, après il y a une commission, puis on me dit, bon, ben, votre projet est en 1 par rapport au 3, mais il va passer dans une commission de commission dans 2 mois. Ah, ok. Et je dis, ben, comment ça va l'équipe? Ben là, nous avons une collègue qui est partie à l'hôpital, bon, on ne l'avait pas vu venir, et qui est partie à l'hôpital et qui est arrêtée pour burn-out. Donc là, on est bien dans un exemple où finalement les procédures prennent le pas sur l'environnement et ce que l'environnement génère, et de toute façon, tout doit passer par la procédure. Point. Dans l'autre partie, dans les organisations qu'on qualifie d'émergentes là-dessus, en tout cas autour de l'organisation, c'est-à-dire plutôt le contraire. L'organisation est prête à adapter les procédures, les procès, les choses qu'elle avait mis en place dans un contexte X, mais plus en phase avec le contexte Y. Et donc à ce moment-là, on s'adapte. On adapte la complexité avec des nouvelles formes d'organisation, des équipes plus petites, des unités autonomes de travail, etc. etc. Mais on va générer là quelque chose qui est plus adapté. Et si l'environnement demande de changer, il est urgent de changer. Sur l'information, est-ce que l'information dans l'organisation est centralisée, détenue par certains finalement comme c'est devenu un pouvoir, elle est distribuée aux gens dont on pense qu'elle est utile et quand ils en ont besoin, en tout cas ce qu'on a imaginé, ou est-ce que finalement la connaissance et l'information est disponible à tout le monde autour dans des clouds. Alors, j'ai vu des choses aussi dans les écrits sur le fait qu'il y avait des moments pour les étudiants, il y avait des espaces où on mettait l'information, où ils pouvaient aller chercher pendant le confinement, pouvaient travailler. Et c'est ça. Et est-ce que l'information est disponible pour permettre à toutes les strates de l'entreprise de conduire la mission qui est la leur avec le maximum d'informations connues. Donc ça, c'est vraiment aussi intéressant de voir vers quel pôle la balance penche. Est-ce que les comportements, puisque là c'était cette dimension-là, est-ce que les comportements sont plutôt tournés, je veux dire, vers soi, centrés vers soi, il faut entendre par là, orientés vers la satisfaction interne ou externe, donc les comportements prennent en compte un peu une analyse du contexte, mais finalement plus à des visées internes. C'est-à-dire, par exemple, le département commercial, par exemple, dans les écoles, il y a des exéquèdes. Mon associé Gérald ayant conduit, par exemple, la transformation d'Orange dans ce cadre-là. Voilà, qu'est-ce qu'on dit à cette partie? Est-ce qu'on dit, tiens, pédalez plus vite et prenez les informations autour de vous de qui est capable, qui a besoin de mission et il faut nourrir cette activité-là, mais juste pour regonfler un peu la partie performance éco, ou à côté de ça, est-ce qu'on va essayer d'orienter les comportements pour finalement répondre à la fois à ses besoins, mais aussi parfois à des besoins plus globaux du contexte. Donc, est-ce qu'on va finalement travailler avec soi pour le développement de son entité ou de sa mission là-dessus, ou est-ce qu'on va avoir un impact plus important? Donc ça, on va essayer de développer l'intelligence collective là-dessus. Et enfin, sur la partie, sur la partie méthode, la dimension méthode, aujourd'hui, est-ce que finalement l'organisation est une machine qui doit produire des résultats en un minimum de temps et de ressources, et donc on est plutôt dans la chasse au gaspillage, dans des approches d'amélioration continue qui sont de cet ordre-là, ou est-ce que finalement on se dit, bah, tiens, on est plutôt sur un fonctionnement
d'organisation apprenante avec les méthodes qui vont avec. Donc, on forme les gens à ça. J'ai été aussi, bien entendu, frappé de dire, voilà, dans les premiers écrits, il y avait écrit impératif de passage au numérique et de devoir créer sans y avoir été formé. Témoignage d'une de vos collègues. Et oui, et donc, est-ce qu'on met en place des méthodes? C'est bien hein, d'avoir des ordinateurs portables équipés d'une caméra, mais est-ce qu'on avait préparé nos enseignants petit à petit à la distance, le numérique dans la pédagogie, etc. Et un certain nombre de réponses sont sorties, en tout cas comme étant hétérogènes dans vos environnements. Et donc, est-ce qu'on supporte des méthodes qui favorisent le travail ensemble, l'hybridation, comme je l'ai entendu tout à l'heure, ou l'apprentissage de chacun au service de tous? Donc ça, on va chercher ces éléments-là. Et donc, pas de dogme, pas de réponse là-dessus, mais l'idée, c'est au travers comme ça d'un diagnostic, de pouvoir se dire, mais finalement, où je me situe, et est-ce que par rapport à la turbulence de mon environnement, est-ce que finalement, je suis au bon endroit? Et où devrais-je, désirerais-je être pour évoluer et retrouver un équilibre confort et performance dans un environnement incertain? Et là, nous semble-t-il, est l'enjeu. Donc, tout est question effectivement selon d'équilibre. Donc ces dimensions comme ça face à l'environnement VUCA, on voit bien que globalement, il y a trois cas de figure qui peuvent émerger. Le premier qui est de dire ben, il y a une sous-activation qui est génératrice de stress, on la voit, et de toute façon elle émerge naturellement à certains endroits et ça crée une dette organisationnelle, mais j'aurais pu dire aussi une dette humaine, sociale, parfois interne. Mais on est bien on est encore pas mal dans les recettes du passé et donc ça ne correspond plus aux besoins ou en tout cas aux impératifs de l'environnement. Est-ce qu'on est sur un fonctionnement globalement plutôt équilibré? C'est pas parfait, mais on est plutôt quand même sur une performance globale, je dirais, acquise et qui peut qualifier finalement notre organisation d'agile. C'est à cet endroit-là qu'on peut commencer à parler d'agilité, la capacité de pouvoir bouger en même temps que bouge l'environnement. Ou est-ce que finalement, on peut être même en suractivation, finalement, avec des endroits de l'organisation ou une moyenne, en tout cas, qui créerait un crédit d'agilité, qui a en fait deux aspects. J'en ai mis l'aspect positif là-dessus, qui est de dire ce crédit d'agilité peut être intéressant par rapport à d'autres situations à venir. Je rajouterais juste, oui, s'il est utilisé. Car finalement, crédit d'agilité, ça voudrait dire aussi, finalement, si je reprends l'image du cycliste de tout à l'heure, c'est quelqu'un qui pédale plus vite sans forcément qu'il y ait de chronomètre ou que ce soit une course ou que voilà, il sache vraiment pourquoi. Et à ce moment-là, attention aussi à ne pas favoriser une forme d'épuisement. Par contre, c'est un gisement génial pour aller finalement vers des éléments de l'organisation qui sont un peu plus agiles, etc., et qui vont aller faire du co-développement avec les autres, du partage d'expériences, des rétrospectives, qui vont avoir des espaces pour aller faire de la prospective et aller voir ailleurs. Enfin, voilà, donc là, ça peut être aussi un truc assez génial. Et cette photographie-là, nous, quand on utilise l'outil qui est le nôtre, c'est de se dire, ben, finalement, elle va avoir plusieurs avantages. Elle va pouvoir situer, elle va permettre au pilote de situer son organisation, on va dire là ce qui serait le point vert, dans un cadre d'agilité dont les abscisses seraient définis entre l'intelligence collective et l'adaptabilité. La mobilisation de l'intelligence collective et l'adaptabilité des organisations, des personnes, des équipes ou des services. Et donc, ça permet aussi de savoir finalement globalement où se trouve l'organisation, par exemple après la crise du Covid, mais ça permet aussi d'aller identifier où se trouvent, par exemple, les différents départements, les différents services de l'organisation. Donc, quand je vous ai dit ça, vous comprendrez que, par exemple, pour piloter son organisation et éviter aussi le syndrome du super-héros tout en haut de la pyramide, l'idée est de savoir qui j'associe et à partir de quand je mets ce diagnostic-là sur la table. Ça veut dire que finalement, on doit déjà être aussi dans une position agile. Ce n'est pas forcément des consultants extérieurs qui vont juste interroger 3 personnes, mais il va falloir interroger l'ensemble du corps social
ou en tout cas un panel extrêmement représentatif pour pouvoir faire émerger ce mode de fonctionnement et donc derrière pouvoir faire émerger les forces et les vulnérabilités qui vont permettre de prioriser les actions. En agilité informatique, on appelle ça le backlog, finalement ce qu'il y a à faire. Donc, il y a toute une liste de choses finalement à faire évoluer, mais ça veut dire aussi que les acteurs vont être mis en responsabilité à tous les niveaux d'organisation pour peut-être aussi définir la priorisation et les priorités de traitement de ce backlog-là. Et donc, on en revient au schéma systémique que je vous avais présenté tout à l'heure, de gérer cette notion de délai. Où est l'urgence, où est l'important, par exemple, si on reprend la matrice Eisenhower. Il est -5, je suis presque à la fin. Donc l'idée, il n'y a pas d'accompagnement du changement, il ne peut pas y avoir, de notre point de vue, de passage d'une logique industrielle issue de l'ère moderne à une logique et un développement de l'agilité des organisations pour faire face à cette incertitude, sans outil de pilotage. Ceux qui sont marqués ici sont issus de l'objet, mais ce n'est pas le sujet. Chacun, et bien entendu, que vos organisations ont déjà des outils de pilotage. Je n'en doute pas. Ce qui est intéressant, c'est de savoir, voilà, est-ce que c'est un agrégat de petits outils issus de la finance, du commerce, ou de je ne sais quoi là-dessus, ou est-ce que, et à un moment donné, qui a été interrogé pour ça? Et en tout cas, il nous paraît, nous, intéressant que ça soit une forme de 360 salariés. Donc, quelle perspective pourrions-nous tous avoir finalement dans la sortie de la crise? Puisque le Covid, tout à l'heure, j'ai commencé par faire la différence entre la crise et risque et incertitude. Mais finalement, je parlais de risques sanitaires, de grippe, etc., qui étaient à gérer. Et puis là-dedans, au milieu, est venu finalement on appelle ça crise sanitaire, mais un événement vraiment qui a toutes les caractéristiques de l'événement incertain, donc non prévisible. Et on le voit d'ailleurs avec les assureurs qui avaient bien compris, et en tout cas pris en compte un certain nombre de risques, mais pas celui-là. Donc là, ça amène un bug dans le système. Donc, est-ce qu'à un moment donné, par exemple, pour sortir de la crise telle que l'ont vécu vos organisations, est-ce que je fais toujours plus de la même chose? Alors, et que, on appelle ça sortie par le bas, n'y voyez pas une manipulation vile, mais qui est de dire, finalement, oui, j'ai bien compris, mais nous, c'est quand même important qu'on pédale plus vite. Hein. C'est aussi, par exemple, les termes du MEDEF juste à la sortie pour dire, bon, est-ce qu'on peut faire un moratoire sur les éléments de développement durable, les lois qui devaient passer, etc. Parce que là, il est important qu'on court plus vite et qu'on rattrape. Voilà, rattrapons. Et faisons tourner plus vite la machine, aussi vite que l'on peut. Je vous invite aussi à réfléchir et à mesurer les conséquences humaines et peut-être même d'ailleurs économiques de ce système-là à plus long terme. Ou est-ce qu'on sort finalement par le haut et on accepte que petit à petit, par itération et pas en prenant la montagne, en découpant la montagne, on puisse finalement engager une transformation et faire face à cet environnement qui, en plus de ça, pendant que nous nous transformerons, risque lui aussi d'évoluer, l'incertitude n'étant pas prête de nous quitter, me semble-t-il. Et auquel cas, il y a un vrai enjeu à identifier, utiliser les talents d'organisation. De nombreux, l'effet Covid et le confinement, le télétravail a eu un effet loupe, voilà, sur certains comportements. Assez géniaux. Il y a des talents qui ont éclos, et puis il y a des gens qui ont été un peu plus dans le dur. Ok, on peut juger bien ou pas bien, mais c'est la réalité de vos organisations. Comment on fait en sorte que l'un serve les autres et on mette en place des choses qui soient plutôt de l'ordre de l'intelligence collective. Et puis derrière, accompagner les unités qui sont peut-être moins agiles par celles qui le sont plus, intégrer les parties prenantes dans le processus, en tout cas revisiter. Si je prends effectivement un exemple que je connais un peu mieux, mais voilà, le travail fait par exemple par la chaire de Dominique Steller à GEM autour de d'abord mindfulness, paix économique et bien-être au travail, qui fait que la paix économique est aujourd'hui passée devant, que Dominique Steller est devenu aussi vice-président et que l'école, par exemple, au moins dans son accroche, est
voulu changer son modèle. Voilà, Business Lab for Society, ça interroge, mais ça oblige. Parce que s'il y a trop de désalignements à un moment donné, ça sera aussi visible. Hein. Donc l'idée, c'est aussi de dire comment on va répondre et remettre les grandes écoles dans des formats qui répondent à ces défis sociétaux. Et comment, à l'intérieur, ces écoles revisitent leur organisation, leur pédagogie, le mode de fonctionnement entre étudiants. Projet Erasmus, c'est assez génial aussi, comment on mixe les écoles et comment on revient mettre l'entreprise au cœur des problèmes sur des vrais projets. Voilà, c'est tout l'enjeu. Et je finirai là-dessus sur un résumé, finalement. Voilà, parmi les 7 clés qui nous paraissent importantes d'avoir pour piloter son organisation dans l'incertitude, il y a celle qui consiste finalement à mobiliser les équipes dès la phase de diagnostic, caractériser les facteurs de turbulence. Alors, ce que je ne vous ai pas dit, c'est que quand on fait ça, c'est en interrogeant chaque personne sur leur perception, en défi. Eux, les personnes définissent exactement ce qui est turbulent pour eux. Est-ce que c'est très concurrentiel entre les écoles? Est-ce que derrière, comment on fait avec nos prestataires, etc. etc. Et tous ces facteurs-là vont permettre de caractériser, de mesurer la turbulence. Le troisième point, c'est finalement évaluer régulièrement le degré d'agilité, parce que l'agilité n'est pas un objectif, c'est un moyen pour voir si nous savons nous adapter à l'incertitude et au mouvement de notre environnement. Du coup, identifier les atouts, les vulnérabilités. Vous me direz que parfois, les vulnérabilités sont peut-être plus apparentes dans les écoles à certains endroits, mais voilà, qu'est-ce qu'on en fait réellement? Est-ce que les espaces forts de l'organisation servent aussi à combler ou à aider ceux qui sont plus vulnérables? Je l'ai vu peut-être plus rarement. Il nous semble important d'avoir un GPS. Voilà, aujourd'hui, la carte Michelin ne suffit pas. C'est vrai que des outils comme Waze, etc., se disent, voilà, quand c'est embouteillé à un endroit où il y a un accident, j'ai une voie de délestage et j'attends pas que la DDE passe là-dessus. L'idée, c'est pas d'opposer encore une fois l'ancien monde au nouveau monde, mais il y a des outils aussi. Servez-vous-en, servons-nous-en pour agir positivement sur notre futur de là où nous sommes. Et puis, dans un dernier temps, favoriser la prise de décision éclairée, donc des indicateurs fiables et on va dire prioriser le backlog comme je vous le disais tout à l'heure. Donc les choses à faire et du coup, ça va générer aussi dans un engagement autour d'une construction collective de cette transformation agile. Elle ne doit plus relever uniquement des leaders. Les leaders sont là pour effectivement parfois partager leur vision, mais il est important que très rapidement, ils aillent confronter celle-ci à ceux qui sont sur le terrain, qui bossent, qui génèrent de la valeur et qui ont aussi parfois leur mot à dire et qui peuvent challenger cette vision et quand elle est co-construite, elle est d'autant plus puissante. Voilà pour l'approche, en tout cas, et l'angle que je voulais donner à cet angle-là sur le pilotage en environnement incertain. Alors, voilà, il est 16h05. Je ne sais pas s'il y a le temps pour un avis, un partage, voilà, un rapport d'étonnement. Merci beaucoup. Si, on peut prendre quelques minutes. Je pense que pour que ceux qui le souhaitent puissent réagir. J'ai vu que Pascal avait rallumé sa caméra. Je lui donne la parole. Oui, donc merci pour tous ces éléments, parce que ça nous change un peu de notre quotidien du moment. Là. Voilà, donc ça c'est extrêmement intéressant d'avoir cette réflexion-là. Quel lien on peut faire avec le management horizontal? Excusez-moi, c'est quoi? Avec le management horizontal. Parce que là, quand on parle de management horizontal, on parle beaucoup d'agilité, voilà, lié au nouveau monde. Est-ce que, alors, comme tout, on va parler pour éviter l'ambiguïté. Est-ce que vous pouvez peut-être, monsieur, juste me définir ce que vous entendez vous, sans que ce soit forcément voilà. C'est les méthodes Scrum et ainsi de suite, là où on met un peu tout le monde au même niveau, là. Voilà. Pour améliorer l'agilité, la prise de décision et toute la difficulté. Alors effectivement, dans le monde des startups, ça va bien. Mais quand on est dans une vieille institution de plus de 200 ans d'âge,
Ok. Voilà. Je vous remercie. Vous voyez, si on regarde en point de mire un peu les 6 domaines, alors on voit sur que le management horizontal, comme je le disais tout à l'heure, vient toucher sur comment sont faites les choses par rapport à la stratégie, par rapport à la culture. Donc, voilà, donc ça interroge la figure de comment on permet aux gens de faire leur travail. La notion d'horizontalité vient interroger juste le fait qu'avant, c'était purement vertical, puisqu'on était sur la figure du contrôleur, on l'a dit, et qu'en plus de ça, il fallait gagner ses galons pour être contrôleur. Donc là, l'horizontalité n'est pas forcément quelque chose de simple. Et puis, elle interroge aussi sur 2 choses. Elle interroge aussi sur la notion de méthode. À quoi ça sert, encore une fois? Est-ce que l'objectif est de juste d'être dans l'air du temps, ou est-ce que ça produit des résultats? Ce qu'on voit, en fait, si vous voulez, déjà, c'est que la figure, généralement, du manager opérationnel, on va dire, est la figure, une des figures les plus tiraillées dans l'organisation. Parce qu'à la fois, elle doit remonter des informations à sa hiérarchie, puis en même temps, en bas, il y a des gens peut-être gentiment, mais de moins en moins dociles pour opérer. Donc, le management horizontal, alors on va appeler ça le management agile, on va appeler ça comme vous voulez. Encore une fois, n'est qu'un moyen. Donc, quelle place il a là-dedans? Il a la place que souhaite donner l'organisation pour finalement développer l'autonomie, la responsabilité des acteurs sur le terrain. Si ce n'est pas une volonté, ça sera du washing. Et en même temps, elle a un autre engagement à tenir, c'est comment j'aide mes managers à modifier leur logiciel. Des gens à qui on a appris à contrôler tout le temps, qui ont été eux-mêmes contrôlés, comment je fais pour les accompagner? Donc, il ne suffit pas de rendre les choses plus horizontales pour les simplifier, mais c'est voilà, comment je vais peut-être avoir un pool de coach interne, ou comment je vais mobiliser la formation pour permettre à un manager de voir des choses différemment. Comment je vais organiser mon organisation avec moins de strates et qui donc de fait va devenir horizontale, ou en tout cas avec des îlots de décision plus proches. Ce qui est intéressant, c'est que pour vous, les pilotes, ça nécessite de réfléchir à quel est le niveau de décision et quel est le niveau de responsabilité on laisse aux gens, aux différents arts. Et donc, en fonction de ça, ça va permettre, de mon point de vue, de pouvoir interroger la figure du manager et donc son utilité. Et donc, d'accompagner aussi ces gens-là, parce que ce n'est pas simple, potentiellement, de se voir parfois dire bon, les gens, on va réduire le nombre de managers. Il faut aussi donner une nouvelle perspective à ces gens-là. J'ai un exemple vite fait, mais dans la banque, j'ai un ami qui travaille dans la banque, dans une banque verte, enfin verte dans le logo et qui sponsorise Roland-Garros, sans la nommer. Voilà, les gens sur le réseau, comme ça, ils ont été très habitués. Il y a beaucoup de couches hiérarchiques. Aujourd'hui, la banque de réseau est morte ou quasi morte. Voilà, il me dit lui-même, mais on a presque autant de managers que de gens qui produisent des choses. Ça n'est plus possible. Voilà, je pense que vous n'en êtes pas encore là, mais de fait, voilà, là aussi, si le changement extérieur est trop important là-dessus. Après, est-ce que c'est du management purement horizontal ou est-ce que c'est hybride? Encore une fois, l'idée n'est pas de dire qu'il faut être en bas dans la polarisation là-dessus. Il faut être absolument agile. C'est comment je passe d'un état A à un état B pour fluidifier mon mode de fonctionnement. Mais vous verrez que vos salariés, vos collaborateurs, les managers ont un avis là-dessus, en fait. Et il faut, je pense, créer dans certains services, là où on le sait un peu plus, des zones d'expérimentation. Je pense que c'est ça qui est vraiment extrêmement important, c'est créer ces l'essai qui permet aussi de diffuser quand même des pratiques. Voilà. Merci à vous. Merci. Non? En tout cas, je m'associe complètement au propos de Pascal. C'est pour nous un temps de respiration, de vous écouter. Voilà, ça nous permet de nous poser un petit peu, de nous projeter aussi. On va essayer d'assimiler tout ça et puis essayer d'être des managers modèles selon vos conclusions. On va essayer. Je ne crois pas qu'il y ait de manager modèle. Moi, juste si vous permettez, j'aurais aimé faire plus de liens avec tout ce que j'ai lu, les vidéos que j'ai vues voilà, autour des membres de la GERA.
Mais effectivement, c'était moins. Ce qu'on voit, c'est que de fait, par rapport aux témoignages qui ont été les vôtres, les campus virtuels, les choses, c'est que on est entre effectivement, je dirais, douleur, inconfort et confort. C'est ça la balance aujourd'hui. Et il ne faut pas penser qu'on va développer que du confort. Mais pour autant, il y a des pépites. Quand on voit qu'il y a des gens qui disent ah, on va conserver des trouvailles pédagogiques, tiens, on va pouvoir capitaliser. J'ai vu donc l'hybridation, on l'a vu d'Erasmus. Tiens, la communication institutionnelle, à un moment donné, est extrêmement importante parce qu'elle a été rassurante, bienveillante, et ça m'a permis de rentrer dans cet événement-là le moins mal possible. Oui, tiens, on s'est aperçu que d'un côté, parfois ça glace, il est impératif, j'avais noté impératif le passage au numérique, de devoir créer sans y avoir été formé. Donc on voit bien là aussi parfois le retard pris par certains. J'ai dû modifier mes pratiques, mais dans le sens inverse, on a vu aussi des gens qui disent mais en fait, on peut faire évoluer nos pratiques en très peu de temps, 4 semaines, 5 semaines. Franchement, c'est des sources assez géniales. Donc, encore une fois, une organisation avec plusieurs milliers de personnes ne va pas s'horizontaliser voilà, et est-ce que ça a du sens d'abord? Voilà, est-ce que ça a du sens? L'idée, c'est de produire de la performance par rapport à ce que vous devez produire pour la société. Mais par contre, remettre le rôle des écoles dans la cité, comment on forme les futurs cadres, les gens qui réfléchissent? Est-ce que finalement, je forme juste des futurs travailleurs ou est-ce que je forme des citoyens capables de réfléchir? Et là, est-ce que j'ai l'organisation qui permet d'eux? Est-ce que je fais rentrer l'entreprise? L'entreprise, dans les écoles de commerce, c'est là depuis longtemps. Par contre, l'entreprise qui rentre et la petite pharmacie qui rentre pour son projet, qui est dans le projet et je dirais mixé, malaxé par des étudiants de différentes écoles, c'était pas ça. Ça résout des choses. Je sais que j'aime aussi parfois des défis d'innovation avec des grands groupes et l'étudiant accédant en première année peut créer des solutions pour le grand groupe centenaire. Génial, génial. Là, on est sur des choses comme ça. Et donc, c'est ce mouvement-là qu'il est intéressant d'interroger et appliquer la politique des petits pas, me semble-t-il, y compris dans vos organisations. Parce que parfois, le changement peut paraître un peu ardu, mais voilà. Où est-ce que je peux faire des petits pas qui vont diffuser, du positif et de l'engagement? Tout à fait. Tout à fait. C'est vrai qu'on a eu un peu l'impression de devoir faire un grand pas d'un coup. Donc, les petits ont un petit peu du mal à revenir aux petits pas. Mais oui, tout à fait. Oui, mais et c'est ça. Et vous avez fait un grand pas, chacun les autres, en tout cas, et même on peut dire peut-être des pas différents. Certains étaient peut-être un peu plus. Je ne sais pas si dans votre existence de dirigeant, il était une fois une année où il y a eu la suspension de quasiment tous les stages, ou en tout cas à cette échelle-là. OK. Qu'est-ce qu'on en fait? Comment ça rebat les convictions des uns des autres? Comment l'organisation pour trouver ou pour faciliter l'identification des stages pour les étudiants? Comment ça se fait? Vous aviez parlé des savoir-faire. Mais voilà, oui, c'est des grands pas. Et parfois, ça a un peu tiré aux adducteurs, j'imagine. Mais par contre, derrière, OK, une fois qu'on reprend la position, la résilience n'est pas à jeter. Mais de mon point de vue, le risque de résilience, c'est juste de penser pour une organisation que la résilience, c'est finalement retrouver un état normal après une situation anormale. Mais par contre, ça n'interroge pas forcément sa création de valeur, semble-t-il. En tout cas, sa nouvelle façon de créer de la valeur en interne pour les salariés et en externe pour les bénéficiaires ou les écosystèmes. Merci. Merci beaucoup. Merci de m'avoir écouté, merci de m'avoir reçu.